Un seul titre à la une, le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France à compter de ce jour 26 juin 2026. L'annonce a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement à suivre dans ce journal. Et puis, nous recevons sur ce plateau le lieutenant de police Julien Legma, chef de la division en charge de la communication de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré donc à l'actualité sur Savane TV. C'est une information qui vient justement de tomber. Le gouvernement burkinabé a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française à compter de ce jour 26 juin 2026. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement sur la télévision nationale. Écoutons à présent le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouetraogo. Bonsoir au vaillant peuple burkinabé et à tous les amis du Burkina Faso. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunis. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso. Et puis ce matin au palais donc de Koulouba à Ouagadougou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu des lettres de créance de nouveaux ambassadeurs. Au nombre de 8, ces ambassadeurs disent avoir pour mission de dynamiser la coopération entre le Burkina Faso et leur pays d'origine. Parmi les pays qui deviennent amis du Burkina Faso, on peut citer la Tanzanie, l'Indonésie, la Somalie, l'Angola, le Royaume d'Arabie Saoudite, le Bangladesh, Israël et l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem et Rhodes et de Malte. Alors nous ne bougeons pas, nous restons toujours au palais de Koulouba à Ouagadougou. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en fin de matinée une délégation des ministres chargés de la jeunesse des pays membres de la Confédération des États du Sahel, conduite par la ministre burkinabé des Sports, présent à Ouagadougou dans le cadre de la réunion des ministres chargés des Sports et de la jeunesse de la Confédération des États du Sahel. La délégation dit être venue prendre les orientations du chef de l'État. Écoutons à présent le ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, porte-parole de la délégation. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être reçus par le président du Faso, président de la Confédération de l'AIS. C'est à la suite de l'invitation de notre homologue ministre en charge de la jeunesse et des sports ici du Burkina. Il nous a fait venir pour la rencontre interministérielle pour discuter un peu des actions à mener dans le cadre du sport. À ce niveau, il était important pour nous de venir prendre les orientations du président. Et ces orientations sont sur la base du fait que, je dis, la majorité de la population, elle est jeune. Et aujourd'hui, cette jeunesse est au cœur de l'action et de la mission de nos plus hautes autorités. Il était important de venir prendre ces orientations afin que le travail que nous sommes en train de faire puisse être mieux orienté.
Vous savez, il nous a rappelé un fait qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la ressource la plus importante dans nos États reste cette jeunesse. Et qu'il était important que cette jeunesse soit orientée, calibrée, afin que nous puissions répondre aux attentes non seulement des plus hautes autorités, mais de nos populations, de nos peuples aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici et que nous avons été reçus par le président de la Confédération. Eh bien, santé, on en parle également dans l'actualité de ce 26 juin 2026. Et nous parlons justement du paludisme. Lutte contre le paludisme, le gouverneur de la région du Nando, représentant le ministre de la Santé, a procédé ce matin au lancement de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, CPS+, dans le village de Niou, dans la commune de Sabou. Au cours donc de cette campagne qui se déroulera du 25 au 28 juin, environ 1,2 million d'enfants âgés de 3 à 59 mois seront concernés à travers le pays. Cette initiative de l'État est une étape majeure dans la lutte contre cette maladie qui constitue en tout cas un problème de santé publique. Écoutons à présent le secrétaire permanent de lutte contre le paludisme, Dr Sidzabda Compaoré, qui s'exprime au micro de notre reporter Daouda Yameko. Nous sommes effectivement au premier passage et ce premier passage concerne donc 24 districts. Et cette campagne donc pour plus d'efficacité demande que après la première administration qui est supervisée par le distributeur communautaire, les parents prennent la relève. Et ça voudra dire que le lendemain, à la même heure, l'enfant doit recevoir sa deuxième dose. Et le surlendemain, la troisième dose. Ils doivent veiller à ce que l'ensemble de ces doses soient administrées de façon successive. Donc, premier jour, comme ça a été fait par les distributeurs communautaires, donc en présence des distributeurs communautaires, deuxième jour par les parents eux-mêmes et troisième jour également par les parents. Mais nous voudrons aussi insister sur la destruction des gîtes larvaires. Le premier jour, au passage donc des décès, on identifie ces gîtes et on explique aux parents de quoi il s'agit, mais les parents doivent également se l'approprier et faire de telle sorte qu'aucun gîte larvaire ne persiste dans leur possession. Et bien sûr, nous voulons aussi insister sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action d'insecticides. Il serait bon que nous travaillions de telle sorte à ce que toute la famille se protège. Et nous avons également un œil particulier sur le carnet vaccinal de nos enfants. Faisons de telle sorte que l'ensemble de nos enfants soient couverts par cette vaccination et que ce carnet soit scrupuleusement respecté. Voilà ce que nous attendons donc justement de l'appui de la population pour que nous puissions davantage protéger nos enfants contre le paludisme. Un incendie s'est produit hier au marché de Arbiar à Tanga. Les sapeurs-pompiers, la police et les jeunes du quartier ont été donc alertés pour stopper le feu. Au total, 28 hangars touchés par l'incendie, mais fort heureusement, pas de pertes en vies humaines ni de blessés. Reportage signé Flore Kosporé et Moumoninana. Selon les premières informations, le feu a détruit 28 hangars. Présente sur les lieux, l'Union des associations des marchés et yards du Burkina a apporté son soutien aux commerçants affectés par l'incendie. Nous avons appris ce matin que le marché de Arbiar, qui est un marché vraiment animé par le commerce, a été pris feu. C'est ainsi que la délégation de l'Union nationale sont venus pour compatir les douleurs avec les commerçants de Arbiar. Nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Malheureusement, il n'y a pas le courant dans le lieu, il n'y a pas de plaques, il n'y a ni rien. Donc vraiment, c'est un grand étonnement. On ne sait pas comment le fait s'est débrouillé pour prendre le marché comme ça. Ces responsables ont invité les sinistrés à être vigilants et à faire preuve de solidarité afin de faire face aux conséquences de cet événement. Donc nous allons lancer un appel au niveau des commerçants d'être très vigilants dans les lieux de commerce, d'être solidaires
pour vérifier, pour que quelque chose ne se passe pas comme ça. Et nous allons remercier les forces de l'ordre. Quand on est arrivé, on a appris que les policiers, les sapeurs-pompiers, avec les jeunes du marché sont mobilisés pour que le feu là ne puisse pas faire trop de dégâts. Et nous rendons grâce à Dieu aussi parce qu'on n'a pas perdu quelqu'un. C'est le matériel qui est perdu. Comme nous sommes là, nous allons chercher encore le matériel. Selon les sinistrés, les dégâts matériels sont très importants. Ils lancent un appel à toutes les bonnes volontés pouvant leur venir en aide. L'actualité de ce soir est également marquée par le festival Andy Talent 2026 qui a débuté hier du côté du Sénasa, un festival dédié aux artistes et artisans vivant avec un handicap pour vulgariser leur talent. Le festival Andy Talent, initié par l'association Claire Vision, se tient sur 3 jours. Retour sur le film de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Germaine Farama. Pour la 11e fois, le festival Andy Talent se tient. Depuis une dizaine d'années, cette activité culturelle de l'association Claire Vision offre un cadre d'expression et de récréation aux artistes et artisans vivant avec un handicap. Ainsi, du 25 au 27 juin, plusieurs créations de ces personnes qui refusent de faire de leur handicap une barrière sont vulgarisées au Sénasa. Nous avons cette obligation d'apporter notre contribution pour les démarches entreprises par les décideurs pour donner un joli visage, donner de l'espoir à nos populations. D'où cette édition, nous avons prévu une visite aux blessés de guerre. Vous savez qu'il y a nos frères qui ont tenté de nous défendre, malheureusement ont eu des chocs et se sont retrouvés malheureusement dans notre situation. Ils n'étaient pas nés ou bien n'ont pas grandi avec le handicap et aujourd'hui ils se retrouvent dans la situation. Nous avons ce devoir d'aller leur rendre visite et de leur faire comprendre qu'après le handicap, il y a une vie derrière. Il faut qu'on les encourage. Et après, comme on a décidé de contribuer aux actions de développement, le samedi, nous irons contribuer à Faso Mebo. Voilà, nous allons aller passer un temps là-bas et puis pour montrer que malgré le handicap, nous sommes des acteurs de développement aussi. Andy Talent est aussi un cadre de promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. Il participe au développement du savoir-faire de ces personnes à travers des formations et des séances de sensibilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est la résilience absolue observée à notre égard. Parce que malgré les difficultés, nous avons pu tenir cette édition. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent soutenir Andy Talent. Nous leur demandons de le faire, ils ne vont pas regretter. Nous faisons des choses extraordinaires sans accompagnement. Si nous gagnons de l'accompagnement, c'est le Burkina Faso qui va gagner. Ameti Meria, à l'état civil Mariam Dramé, l'une des marraines de cette 11e édition, est aux côtés de l'association depuis quelques années. C'est toujours un grand honneur pour moi d'être aux côtés de Andy Talent. Vous savez, nous sommes tous des handicapés virtuels. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et donc je suis très très sensible aux activités de ces personnes qui se battent doublement pour se faire valoir. Et je crois que Andy Talent, c'est l'occasion pour eux de savoir qu'ils sont au sein d'une société et qu'ils ont le devoir aussi d'accompagner la société. Au lancement de cette 11e édition du festival Andy Talent, les participants ont été tenus en haleine avec des prestations musicales. Et comme annoncé au début de cette édition, nous recevons sur ce plateau le lieutenant de police Julien Legma, chef de la division en charge de la communication de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir. En quoi consiste votre mission à la BCLCC ?
D'accord, merci pour cette question. Il faut noter que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est une direction générale du ministère de la Sécurité et dont la mission principale est de lutter contre le phénomène de la cybercriminalité sur l'ensemble du territoire national. Alors, ces missions, c'est de recevoir et de traiter les plaintes et dénonciations, que ce soit des personnes physiques ou morales, de droit public ou ou privé. Et là aussi, nous apportons une assistance technique aux différents services de police judiciaire dans le cadre aussi de la lutte contre la cybercriminalité. Nous recevons et nous traitons des soins transmis en provenance des parquets en matière aussi de lutte contre la cybercriminalité et nous traitons les demandes d'entraide internationale en matière donc de cybercriminalité. Voici entre autres les missions de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Aujourd'hui, quel est le type d'escroquerie que vous rencontrez le plus souvent? D'accord, il faut noter que effectivement le cyberespace burkinabé est beaucoup plus marqué par certains types donc d'arnaques. Et parmi donc ces arnaques, nous avions les achats et ventes en ligne qui créent énormément donc de victimes. Là, très souvent, nous avons soit des faux vendeurs qui font des fausses promesses de vente en ligne et là, très souvent, à travers des prix très attractifs. Et lorsque les usagers donc, sont intéressés, malheureusement, dès lors qu'ils procèdent à un paiement, ils ne reçoivent pas leur article. Nous avions également des types d'arnaques. Celui qui fait le plus de victimes actuellement, c'est l'arnaque que nous baptisons arnaque liée aux épices bio. Très souvent, là, c'est une personne qui vous contacte. Ça peut être par le biais d'une connaissance. Et là, bon, la confiance est tout de suite installée. Et on vous fait donc une proposition de fourniture d'épices bio pour un hôtel de la place. Dès lors que effectivement vous donnez suite favorable à cette requête, on va vous faire des simulations de prix liées donc au prix d'achat de ces produits épices bio. Et dès lors que vous vous engagez, on va utiliser plusieurs scénarios qui vont aller au paiement par exemple d'échantillons. Et un autre membre du groupe va juste communiquer avec vous, vous rassurer qu'il pourrait vous accompagner à trouver effectivement des épices qui soient bio, recevables donc par l'hôtel en question. Et on va vous engager donc dans une dynamique de transfert d'argent. Dès lors que vous effectuez ces transferts, malheureusement, vous n'obtiendrez jamais donc d'échantillons à livrer à l'hôtel. Et on peut encore vous amener plus loin, comme quoi, étant donné que vous partez vous approvisionner avec la personne qui approvisionnait préalablement l'hôtel, alors l'hôtel vous autorise tout de suite à lancer toute la commande globale et ça peut aller à l'ordre de plusieurs kilos donc d'épices bio. Et le plus grand préjudice enregistré par ce préjudice et par cette arnaque est de l'ordre de 104 millions pour une seule victime. Et rien que pour ce semestre, sur la base donc, des 6 mois, c'est une arnaque qui a fait un préjudice d'environ 400 millions de francs CFA. Wow, c'est assez énorme. Tout à fait. Et vos services ont interpellé 2 cyber-escrocs ces derniers jours qui disaient vendre donc du miel. Rappelez-nous cette affaire, lieutenant. Oui, effectivement, courant cette semaine, nous avions mis fin donc, aux agissements d'un groupe de cyber-délinquants composé de 2 personnes. Et alors, comment donc ce groupe-là agissait? Il faut noter que ce groupe est composé de 2 personnes qui sont déjà toutes 2 des repris de justice. Voilà, elles ont été condamnées pour les mêmes faits. Et donc, c'est à Bobo que s'est déroulée l'enquête avec l'accompagnement du service régional de la police judiciaire de la région de Guireko, dont nous saluons la parfaite collaboration ici. Alors, il faut noter que c'est un des membres. Par exemple, lui, il ramassait des CNIB égarés et il utilisait effectivement ces CNIB pour se procurer des cartes SIM, malheureusement, ou non, bien sûr, des titulaires de ces cartes SIM, avant donc d'engager sa procédure d'escroquerie. Pour le second, lui, effectivement, il se procurait des téléphones volés. Donc vous voyez que quand on rentre dans le marché de téléphonie, dans le télécom, effectivement, il y a des personnes de mauvaise intention également qui volent des téléphones d'autres personnes et qui les revendent. Donc lui, il perd ses téléphones volés et dans ces téléphones, il retrouve donc des cartes SIM.
Donc à partir de là, il utilise donc la SIM concernée et il fait avec les opérateurs, il y a un code pour lequel on peut composer pour savoir l'identité affiliée donc au code. Vous pouvez connaître le numéro de téléphone, vous pouvez même connaître la date de naissance, le numéro CNIB et même le nombre de numéros affiliés au numéro CNIB. Donc il fait cette simulation pour avoir assez d'informations donc sur le titulaire de la SIM. Et très souvent même, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement aujourd'hui utilisent leur année de naissance comme mot de passe de leur compte Mobile Money. Et dès lors qu'il obtient ces informations, il teste donc le compte Mobile Money. Et si effectivement la victime a eu à utiliser cette information comme code secret, alors il arrive à soustraire frauduleusement de l'argent dans la SIM concernée. Tout de même, il arrive même qu'ils n'obtiennent pas dans le téléphone une carte SIM, mais là, il y a aussi une zone dépotoir où effectivement, dans le cas de téléphones volés, les gens y jetaient des SIM, voilà, des téléphones volés. Donc aussi, ils utilisent cela. Ils font souvent des simulations pour avoir les informations sur les titulaires, mais également pour certains téléphones, vous voyez que soit dans le téléphone lui-même ou dans la carte SIM, il y a des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Exactement. Donc, effectivement, il arrive donc à avoir disposé de ces informations. Il construit son arnaque sur la base donc de ces informations qui leur permettent effectivement de toucher de nouvelles cibles et de leur convaincre que il y a effectivement un projet d'approvisionnement lié donc à du miel. Et c'est dans ce cadre qu'ils les engagent à débourser énormément d'argent. Et là, ils ont fait un préjudice de plus de 3 millions de francs. Wow. Vous l'avez dit tantôt, lieutenant, dans leur stratégie, ils utilisaient par exemple des CNIB ramassés. Cela veut dire que les enquêtes peuvent même mener à des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le dossier. Tout à fait. Il nous arrive bien évidemment de mener des enquêtes, mais c'est tout de même c'est assez courant chez nous parce que actuellement de plus en plus les cyberdélinquants sont avertis et pour ceux qui sont avertis effectivement ils passent par l'identité d'autres personnes pensant que par cette technique ils ne seront pas dénichés. Malheureusement ce n'est pas le cas et là effectivement nous savions tout de suite pour la plupart des cas que l'identité est usurpée et donc pour certaines personnes on peut les inviter pour juste certaines vérifications, mais pour la plupart ils opèrent à travers des CNIB d'autres personnes, donc identité usurpée. Je pense que cela doit effectivement interpeller ceux qui perdent les documents d'identité. Ce serait mieux à chaque fois de faire en tout cas des déclarations de perte auprès donc des services compétents pour éviter tout désagrément. C'est exact, c'est l'un des conseils importants. Lorsque vous égarez votre document d'identité, tout de suite, il faut prendre donc des dispositions pour faire la déclaration auprès donc de la police pour que effectivement engager le processus de renouvellement de votre document d'identité. Cela permet effectivement lors des enquêtes de savoir que durant telle à telle période, vous n'aviez plus le contrôle de votre SIM. Et bon, il y a des traces en lien avec au niveau des opérateurs lorsque effectivement vous faites un retrait de votre carte SIM parce que vous avez eu à égarer par exemple soit votre CNIB ou votre téléphone. Aussi, c'est l'attitude à avoir, c'est très souvent il y a les codes opérateurs qui vous permettent aussi de composer et de savoir le nombre de numéros affiliés à votre numéro de document d'identité. Ça vous permet, lorsque vous avez un numéro, par exemple, et que vous faites la simulation, vous voyez qu'il y a 2 numéros de téléphone enregistrés, tout de suite, ça attire votre attention. Rendez-vous donc au niveau donc, du siège de l'opérateur et demandez les numéros affiliés. On va faire ressortir un numéro dont vous n'avez pas connaissance. Vous pouvez demander tout simplement qu'on puisse retirer ce numéro. Ça évite qu'on puisse utiliser votre identité à des fins criminelles. Effectivement. Vous organisez une opération spéciale de sensibilisation dans les marchés et hier. En quoi consiste exactement cette opération? Je sais que vous étiez au marché de Koubé. Oui, il faut noter que effectivement nous engageons une campagne actuellement donc de sensibilisation de proximité parce que nous avons jugé qu'au-delà donc des canaux de communication digitaux, il faut également aller vers les populations pour donc leur apporter l'information juste
pour réduire leur vulnérabilité face à cette montée donc, du phénomène de la cybercriminalité. C'est dans ce sens que une équipe de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, appuyée par des membres de l'association pour la prévention de la cybercriminalité, s'est rendue donc au niveau du marché du Koubri et durant toute la journée, ils ont sillonné le marché où les dames vendent des fruits, mais également au niveau du marché central pour leur sensibiliser dans le cadre de leur commerce les différents types et les arnaques les plus récurrentes qui leur concernent, de sorte que ces commerçants-là puissent davantage mieux se protéger, mais également jouer leur rôle citoyen en dénonçant les cas dont ils ont connaissance. Les retours, nous avions reçu énormément de témoignages dénotant que effectivement l'activité était très attendue par les populations, mais également par les commerçants qui ont fortement apprécié l'activité. Lieutenant, il y a tellement de choses à dire, mais malheureusement nous sommes donc à la fin de l'entretien. Alors, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est inviter donc l'ensemble des Burkinabés à plus de prudence dans leur usage donc des technologies, de l'information et de la communication, et de jouer leur rôle citoyen en faisant des dénonciations sur la plateforme dénommée Alerte BCLCC dont nous avons mis à leur disposition, et rappeler que nous restons disponibles pour leur accompagner, à leur apporter une assistance technique lorsqu'ils sont victimes, que ce soit de piratage ou de chantage à la vidéo ou même d'arnaque. Nous sommes situés à Koulouba et nous répondons au 25 39 58 41 ou 42. Je rappelle que dans cette édition, nous recevions sur ce plateau le lieutenant de police Julien Legma, chef de la division en charge de la communication de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC. Merci à vous, lieutenant, d'être passé sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC, qui veille chaque jour à protéger les citoyens contre les arnaques et les crimes numériques. Votre engagement, votre vigilance et votre professionnalisme contribuent à bâtir un espace numérique plus sûr. Merci pour votre précieux travail au service donc de la nation. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.